Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce comité plénier portant sur l'amphithéâtre. Donc, avant de débuter officiellement la séance, je vais d'abord laisser la parole à Monsieur le maire pour faire le mot d'introduction, le mot de bienvenue, et ensuite Monsieur Jonathan Julien prendra la parole également. Merci. Oui, Madame la Présidente. Alors, écoutez, bienvenue à tous et toutes à ce 4e plénier déjà sur l'amphithéâtre. Nous l'avons visité ce matin. Je dois vous dire que c'est gros. C'est beau, c'est excitant, c'est enthousiasmant. Et comme je pense c'est notre slogan, le rêve prend forme. Et si vous me permettez, mon collègue Jonathan Julien, qui a remplacé M. Picard comme responsable à l'exécutif du projet d'amphithéâtre, va faire l'introduction, si vous me permettez, et on pourra ensuite passer au reste. Jonathan. Merci. Merci. M. Julien. Alors, bonjour mes chers collègues. Je tiens également à saluer les citoyens qui nous suivent en direct pour la présentation de ce comité plénier à propos de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec. Je tiens également à souligner dans la salle la présence de M. Jean-Guy René, qui est président du comité directeur de l'amphithéâtre et qui fait un travail extraordinaire. Et c'est grâce à lui que ce projet-là va être mené à bon port, j'en suis certain. Il y a un an, effectivement, en avril 2013, se tenait un plénier présentant ce projet. À l'époque, nous parlions d'un rêve qui devient réalité. La Ville de Québec avait alors présenté le concept de construction et les principaux éléments financiers. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de refaire le point en parlant plutôt d'une réalité de plus en plus visible. Quelques-uns d'entre nous avons eu l'occasion de visiter le chantier ce matin et de voir l'évolution extraordinaire de ces derniers. Mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance de visiter physiquement les lieux, nous aurons l'occasion, lors de la présentation, de mieux visualiser
l'étendue des travaux réalisés et ceux à venir. Aujourd'hui, lors du plénier, les principaux intervenants dans le cadre de cette présentation, d'une part, il y a M. François Moreau, architecte, qui vous présentera les caractéristiques architecturales et techniques du projet de l'amphithéâtre. Par la suite, M. Jean Rochette, qui est directeur du projet de l'amphithéâtre, fera le point sur l'avancement des travaux, le suivi budgétaire et la gestion de l'échéancier de la construction. Alors, sans plus tarder, débutons la présentation de ce fantastique projet. Merci. Merci, M. Julien. Donc, ça débutera avec une vidéo. Est-ce que je peux me permettre de présenter les deux autres personnes qui sont avec moi? Allez-y. Non, mais parce que M. Julien ne le savait pas non plus. Alors, il y a Frédéric Jourdain qui fait partie de l'équipe de la Ville de Québec, qui est contrôleur de coûts, et Alain Roy de Pomerleau, qui est gérant de construction. Merci. Alors, on part. L'architecte, mais on l'a nommé, mais je le renomme, François Moreau. Et, oui. On va y aller avec c'est le vidéo de l'an 2. L'année dernière, vous aviez le vidéo de l'an 1. Et on vous projette ça tout de suite.
impressionnant. Donc maintenant, je vais laisser la parole à M. François Moreau. Alors bonjour et merci de me donner la chance encore de vous présenter ce magnifique projet. L'intention aujourd'hui est de vous faire réaliser un petit peu le processus qui nous a amené au projet que vous avez vu tout à l'heure en construction et que vous avez pu visiter ce matin là, en visite de chantier. Ce qu'on essaie aujourd'hui de faire lors de la présentation que je vais cheminer, c'est un peu le déroulement de conception du projet et faire le lien entre le chantier de construction qu'on voit aujourd'hui et ce que ça va être demain. Alors, sans plus tarder, au niveau des inspirations, je vous rappelle que le projet s'inspire de l'hiver. Alors, c'est la nordicité, c'est ce qui a dirigé la conception du projet et le jeu du froid et du chaud, donc des espaces intérieurs qui sont chaleureux, utilisant le bois, des couleurs chaudes et des espaces intérieurs également qui vont être plutôt froids pour avoir cette dualité-là entre le chaud et le froid. Et naturellement, l'usage des courbes, récupérer des espaces sous les gradins, etc., vous le savez, c'est des enjeux qu'on a eu à travailler à travers le temps. Un premier croquis concept qui n'avait pas été présenté, mais qui font partie des croquis que l'on élabore dans le début d'un projet pour orienter le design, les grands éléments de design. Alors, bon, vous voyez la forme ovale du projet, avec le volume d'accueil juste en devant qui, lui, est aligné avec le salon de jeu juste à côté, qui vient finalement circonscrire une nouvelle place publique qui va être aménagée un jour en avant de l'amphithéâtre et qui se retrouve, cette place-là, en continuité avec le parc qui est existant. 2 liens principaux d'accès, donc de chaque côté du parc à partir du boulevard Hamel. Sinon, on retrouve le pavillon de la jeunesse, le pavillon du commerce et le Colisée. Le projet dans la ville, alors le site d'Exposité est vraiment bien localisé par rapport au développement de la ville et la ville, à travers et le ministère des Transports, si je ne m'abuse, ont réalisé des projets de relocalisation et de reconstruction ou relocalisation de l'accès principal pour la desserte du site d'Exposité. Alors c'est la rue Pointe-aux-Lièvres ici qui fait vraiment le lien entre le secteur Pointe-aux-Lièvres et le site d'Exposité. On a également la zone de stationnement ou la zone événementielle qui va être aménagée à l'arrière de l'amphithéâtre, avec la zone débarcadère ici située entre le Colisée existant, le Colisée Pepsi et le nouvel amphithéâtre. Le boulevard Hamel, donc la connexion pour la majorité des parcours 800 d'autobus dans cet axe-ci. Le parc que je vous parlais tout à l'heure, une progression vers la place publique de l'amphithéâtre et finalement l'amphithéâtre. Rapidement, au niveau des plans principaux, niveau événementiel, donc le niveau le plus bas de l'amphithéâtre, où se retrouvent notamment les bunker suites, donc les suites de type bunker, qui vont pouvoir, c'est des espaces corporatifs qui vont pouvoir être loués par des compagnies et qui se situent entre le vestiaire de la Ligue nationale qui est juste situé ici en contrebas et la glace. Alors les joueurs vont passer, tant l'équipe de visiteurs passe d'un côté et l'équipe locale passe de l'autre. La photo du lieu pour le moment, alors on est en chantier naturellement, mais cette photo-là et le chantier va progresser au cours des prochaines semaines pour arriver finalement à cet espace, donc un espace aménagé à l'intérieur des espaces du chantier. Le vestiaire de la Ligue nationale, donc, qui est situé, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, entre ces suites corporatives et le banc des joueurs. Au niveau de la mezzanine, donc le niveau mezzanine de l'entrée publique, alors vous vous souvenez que le volume d'entrée se situe ici, avec 2 entrées principales, une à l'est, une à l'ouest. Et le volume n'est pas encore construit, la structure d'acier n'est pas encore érigée, mais très bientôt, la structure va s'ériger et ce volume va se développer et va devenir
cet espace, donc un espace d'accueil généreux, bien éclairé, avec toutes sortes d'ambiances, pouvant accueillir au show, avant de passer les tourniquets, entre 3 000 et 4 000 personnes. Niveau des coursives principales, de la coursive principale, alors la coursive principale, c'est le niveau de circulation qui fait 360 degrés. Alors, on va arriver du hall principal juste ici en contrebas par des escaliers roulants ou des escaliers. On arrive sur la coursive principale et on circule tout autour du bâtiment avec des points de vue fenestrés sur l'extérieur pour voir ce qui se passe. Et en tout temps, à l'intérieur de cet espace, on voit ce qui se passe à l'intérieur du bowl. Donc, on va voir en tout point, comme vous l'avez constaté sur le chantier ce matin, on va voir ce qui se passe sur la glace. Alors, encore une fois, cet espace est en chantier actuellement et cet espace va devenir, notamment dans un secteur, un espace de circulation bien animé, avec des couleurs contemporaines, une approche contemporaine, mais quand même avec beaucoup de sobriété. L'espace club, un espace dédié aux détenteurs de sièges qui se retrouvent entre les deux lignes bleues ici, d'un côté de l'amphithéâtre seulement. Un espace club où est-ce qu'on retrouve des services de restauration de bar, exclusifs aux gens qui détiennent leur siège dans cet espace-là. Encore une fois, le chantier actuellement de ce lieu. Et au cours des semaines, au cours des prochains mois, cet espace va se matérialiser et les gens vont commencer à l'habiter. Pardon? La vieille 2 ans. Au niveau de la coursive principale également, donc, dès qu'on arrive du hall principal, on arrive sur le niveau principal ici, et il y a un espace pour les jeunes enfants. Alors, un espace qui va être aménagé, encore un espace exclusif de QMI, qui va être aménagé par QMI, avec une thématique qui va être à développer un peu plus tard. Niveau principal des salons corporatifs. Alors, un niveau de salon corporatif qui fait 360 degrés, avec 71 salons à cet étage-là, 73 salons, pardon, à cet étage-là. Et ces salons corporatifs-là, le volume est construit, les gradins sont montés, les sièges, naturellement, ne sont pas installés encore parce que le bâtiment n'est pas fermé, mais cet espace-là, lui aussi, va devenir ceci. Donc, c'est le design qui a été retenu et ça va être l'aménagement à peu de choses près, ou non, pas mal ça qui va être concrétisé, qui va être réalisé. À cet étage-là également, mais ouvert complètement au public. Alors, un restaurant gastronomique qui va être aménagé avec la vue sur la place publique à l'avant, la future place publique à l'avant, et le hall d'entrée, donc en surplomb, un espace de restaurant gastronomique qui va être aménagé là, ouvert au grand public. Niveau supérieur des salons corporatifs, donc juste au-dessus des salons corporatifs, avec dans l'espace des gradins supérieurs, une zone qu'on appelle un salon corporatif de type corbeille. Alors, c'est un espace sous les gradins. C'était un défi de pouvoir aménager des salons ou un espace aménagé sous les gradins. Alors, comme vous vous souvenez, on l'a travaillé. Et encore une fois, dans cette image-ci, voici ce que le produit final va avoir de l'air avec les gens qui vont l'habiter. Et de l'autre côté, donc, cet espace-là est un espace chaleureux. On a à l'opposé, de l'autre côté, un espace plus froid, de type party suite, mais qui va être bien réchauffé par de la lumière. C'est cet espace-ci et cet espace-ci également, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, va se concrétiser dans cette ambiance-ci. Niveau de la coursive principale, de la coursive supérieure, pardonnez-moi. Encore une fois, cette coursive, elle fait 360 degrés. Alors, on circule tout autour du bâtiment. Vous avez pu, lors de la visite de ce matin, réaliser qu'est-ce que ça représentait. Alors, ce que vous voyez actuellement en regardant en contrebas pour voir la glace, c'est ce que vous allez vivre lorsque vous allez être dans l'amphithéâtre. Donc, en tout point au pourtour de cette coursive, on va avoir une vue directe à la fois sur l'extérieur parce que c'est grandement fenestré sur l'ensemble du pourtour du bâtiment et en même temps ce qui se passe sur la glace. Et dans ce cas-ci, une structure, les premiers éléments de structure qui étaient érigés et cet espace-là va venir se refermer très, très bientôt pour donner cet espace-ci. L'espace de bar qu'on retrouve sur la devanture du bâtiment, juste au-dessus du volume d'accueil. Alors, voici la vue de Québec que l'on peut observer à partir de ce point élevé. Et cette vue va être recadrée une fois que le bâtiment va être complété pour donner cette
cette ambiance-là à partir de l'espace intérieur, en gardant tout le temps la vue sur Québec. Alors, vous pouvez facilement vous l'imaginer, tout éclairé le soir des événements. Rapidement, la galerie de la presse. Je vous rappelle que la galerie de la presse n'est pas située au-dessus de la glace comme on peut retrouver au Centre Bell, mais bien en latéral. Alors, la galerie de la presse se situe au-dessus des gradins supérieurs, d'un côté de l'amphithéâtre. Bon, du rêve à la réalité, vous avez vu tantôt une vidéo assez émouvant là, pour voir le processus de construction et de matérialisation de ces dessins. Et rapidement, juste pour vous montrer un peu les prochaines étapes, alors la structure d'acier, ce que l'on vient rajouter sur la structure d'acier qui a déjà commencé à s'installer, c'est les éléments de bois, alors les hoquets de bois qui vont venir soutenir l'enveloppe extérieure du bâtiment. Alors, ces premières pièces de bois-là, actuellement, elles sont emballées d'un plastique de protection pour ne pas qu'elles soient salies, abîmées par l'eau et la pluie. C'est la même chose, par l'eau. Et qui vont être déballées dans un deuxième temps. Il va y avoir 92 éléments de structure de bois comme ça qui vont être installés au pourtour du bâtiment. Et ces éléments de bois-là vont être visibles en tout temps lorsqu'on va circuler sur la coursive ici en partie basse ou encore sur la coursive en partie haute. Les éléments de bois que vous voyez d'installer actuellement sont uniquement ceux du bas. Un peu plus tard, dans le mois, ils vont installer la partie haute ici. Ces éléments-là, comme bien d'autres travaux, sont actuellement en machination. Ils sont en fabrication, dans plusieurs usines du Québec. Dans ce cas-ci, c'est une seule usine, mais il y a plusieurs matériaux. Ce que je veux exprimer par là, c'est qu'il y a plusieurs travaux qui sont faits à l'extérieur du chantier de construction en préparation, parce qu'il y a eu beaucoup de matériaux qui ont été faits en préfabrication pour le projet et qui vont arriver pour s'installer sur le bâtiment. C'est le cas de l'enveloppe extérieure du bâtiment. Alors, par-dessus cette structure, on va arriver avec des éléments de préfabrication qui vont venir refermer l'enveloppe. Alors, ces travaux-là vont s'exécuter très, très rapidement. Et ces panneaux sont, encore une fois, déjà en fabrication. C'est un exemple de ce qu'on appelle dans notre jargon un mock-up, donc un échantillon grandeur nature de ce qui va être installé pour vérifier la constructibilité de ce produit-là. Et ces panneaux-là vont arriver de façon préfabriquée pour être installés sur la structure de l'enveloppe extérieure. Alors voilà, ça complète la présentation. Merci beaucoup, M. Moreau. Ça sera maintenant le tour de M. Rochette de faire sa présentation. Alors, bonjour. Ce qu'on va faire dans cette présentation-là, on va passer et on va parler d'échéancier, on va parler d'avancement des travaux, par la suite de budget et de prévision aussi. Donc, si on regarde pour chacun des niveaux, il y a 6 niveaux dans l'amphithéâtre, on a un avancement, c'est-à-dire les dalles de béton sont coulées à 70%. Le début des travaux, on a commencé en novembre 2013 et on prévoit finir les travaux de dalles de béton en juillet 2014. Les dalles, au niveau des événements, au niveau de la glace, la patinoire, est avancée à 60%, mezzanine, coursive principale et les salons corporatifs 1 et 2 sont avancés à 100%. La coursive supérieure, où les gens sont montés ce matin, vous étiez dans le 25% d'avancement, parce qu'il y a un cadran sur 4 de compléter, et la galerie de la presse, il n'y a pas encore de coulées de béton qui se sont faits. Quand on parle de la structure d'acier pour le bâtiment principal, en fait, c'est l'amphithéâtre en tant que tel. L'avancement est considéré à 65%, et l'échéancier de construction est assez facile à retenir parce qu'on a commencé à la mi-août 2013 et on va compléter les travaux à la mi-août 2014. Pour ce qui est des gradins préfabriqués, ceux de la coursive supérieure sont installés à 100%. On a fait ça cet hiver, entre janvier et mars. Et on va débuter ceux de la coursive principale, donc ceux qui sont entre la coursive principale et la patinoire, en mai 2014 pour finaliser le tout
en juillet 2014. Quant aux finitions architecturales, cet hiver, on en a profité quand on a mis l'abri temporaire avec le chauffage pour pouvoir, dès lors, débuter les travaux de finition architecturale. Et comme vous pouvez le remarquer, là, on a du bloc, on a même du gyps qui est installé, il y a des divisions de fait et les travaux vont bon train. On a commencé évidemment les travaux au niveau événements et mezzanine parce qu'on était couvert et qu'il faisait froid et qu'on chauffait. Et pour ce qui est des coursives principales, les salons corporatifs, coursives supérieures, galeries de la presse, ça va se faire cet été parce qu'on n'aura pas besoin de chauffer. De janvier, on a commencé en janvier et ces travaux-là, parce que c'est les derniers travaux qui vont être terminés, vont se terminer en juin 2015. Quand on regarde la structure de support des revêtements extérieurs, vous avez vu, il y a 5 éléments de bois qui ont été installés sur la partie entre la coursive principale et la coursive supérieure déjà. Il y a déjà toutes les attaches qui ont été installées. On considère qu'on a commencé ça en mars. Il y a 10 des travaux qui sont débutés. Et on prévoit terminer ça en novembre 2014 pour une bonne raison, c'est qu'on veut fermer le bâtiment pour l'hiver prochain. Et le revêtement extérieur, lui, parce qu'il faut comprendre que dans ce revêtement-là, il y a 2 niveaux de revêtement. Il y a le premier où on met le pontage d'acier avec l'isolant sur les éléments de structure de bois et on vient ajouter par-dessus ce que vous voyez comme photo, ce que M. Moreau vous a présenté, l'élément architectural qui fait en sorte que le bâtiment va représenter les congères de neige qui étaient prévus dans le concept. Alors là aussi, ces travaux-là sont prévus à être terminés en mai 2015. Le revêtement extérieur comme tel, pour la deuxième partie du revêtement, c'est en juin 2014 que ça débute. Quand on regarde les travaux de mécanique et d'électricité, essentiellement, même s'il y a quelques travaux qui se sont faits au niveau de la coursive et des salons corporatifs, c'est notamment au niveau événements et mezzanine où on a le plus d'avancement. Et ce qui est intéressant dans notre projet, c'est que plus du tiers des travaux de mécanique et électricité sont au niveau de la mezzanine. Tous les équipements de chauffage, climatisation, ventilation, refroidissement, machine à glace pour faire la patinoire se trouvent au niveau mezzanine et événements. C'est pourquoi nous, on est content d'avoir pu faire ça et on a profité d'avoir les abris temporaires de chauffage pour pouvoir s'avancer comme vous l'avez vu ce matin à la visite, aussi bien que ça, mais encore là, ces travaux-là ne seront pas terminés avant mai 2015. Parce que, comme les travaux d'architecture, ce sont les derniers travaux qu'on va terminer. La structure du hall d'entrée va commencer en mai 2014 pour terminer en juillet. Ça se fait très rapidement parce que c'est une structure qui est assez standard. C'est un prisme rectangulaire qui se monte très bien. Et ce que nous avons comme jalon de complétion important d'ici la fin de l'année 2014, ce qu'on vise, ce qu'on veut atteindre, c'est que les gradins inférieurs soient installés en juillet 2014, que la structure d'acier soit complétée en août 2014, que l'étanchéité du bâtiment soit faite en novembre et que le bétonnage de la dalle de patinoire soit terminé en décembre. Ça va débouler très rapidement. Une fois que la structure d'acier est complétée, nous, on embarque à l'intérieur du bâtiment et on termine l'ensemble des travaux d'architecture, de mécanique et d'électricité. Si on regarde l'échéancier, essentiellement, ce qui est en jaune, c'est que ça avait été prévu au printemps 2012. Ce qui est en bleu, c'est ce qu'on prévoit maintenant faire. Si vous remarquez qu'il y a un dépassement entre le bleu et le jaune dans l'architecture, la mécanique du bâtiment et les équipements spécialisés, c'est essentiellement, et il faut bien comprendre que les travaux vont être provisoirement acceptés, ou l'acceptation provisoire qu'on appelle dans le jargon de la construction, en juin 2015. On débute la mise en service des équipements un peu vers avril, et les travaux qui vont être faits jusqu'au mois de septembre vont être faits pour corriger des déficiences et aussi
c'est des travaux parallèles qui sont nécessaires à la mise en marche. C'est pour ça que le bleu dépasse le jaune. Et ce n'est pas parce qu'on est en retard, c'est juste parce qu'on a ajusté le tir par rapport à la réalité des choses. Quand on avait fait l'échéancier de construction au printemps, on n'avait pas réfléchi à ce que la réception provisoire, la réception définitive, on les séparait. Là, on les met ensemble parce que la mise en service fait en sorte qu'on doit corriger des déficiences avant de livrer le bâtiment en septembre 2015. En ce qui concerne le budget du projet, et je vais attirer votre attention uniquement sur les montants qui sont importants et qui ont été modifiés depuis la dernière fois. Si vous regardez dans la colonne de gauche, c'est le budget qu'on a présentement, avril 2014. La colonne du centre, le budget qu'on avait au dernier plénier, et la différence est dans la dernière colonne. Si vous regardez, on a un budget de 224 millions qui était prévu en avril 2013 et en avril 2014, c'est 227 millions. La différence de 3,5 millions, on se reporte dans le tableau à la contingence de construction et réserve pour risque parce que dans les avis de modification qui ont lieu depuis le début du projet, on a pour 3 500 000 de travaux en avis de modification qui ont été ajustés au projet. C'est pourquoi vous voyez tranquillement, et ça va se faire d'ici la fin du projet, l'enveloppe de contingence de construction et les réserves pour risque va diminuer par rapport au budget qu'on avait en avril 2013, ce qui est tout à fait normal parce qu'on avance la construction. Quand vous regardez les contingences de conception, là aussi, on en avait pour 5 500 000, on n'en a plus que pour 376 000 parce qu'il nous reste le lot 4, qui est le lot des aménagements extérieurs qui devrait être octroyé d'ici 2 à 3 semaines. Et c'est pour ça qu'il reste un montant comme ça. Je vous ai parlé des contingences de construction et des réserves pour risque. Comme je vous ai dit, le 29 millions, c'est simplement l'argent qui a été transféré de ce poste budgétaire-là vers les coûts directs compilés. Un autre, si on va à la réserve pour l'inflation sur les travaux, c'est la même chose qui s'est passée depuis la conception. C'est que depuis qu'on a été en appel d'offres, les soumissions ont été ouvertes, on est assuré d'avoir le prix jusqu'en 2015. Donc, le 730 000 de réserve pour inflation, c'est uniquement l'inflation qui est mise sur les travaux de contingence ou les avis de modification qui vont avoir lieu d'ici la fin du chantier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ajouté une réserve de conformité de la performance qui n'était pas là l'année passée, ni même au début du projet. Cette réserve-là est une réserve qu'on a gardée sur le projet de 400 millions pour la première année qui suit la réception ou la réception définitive des travaux de l'amphithéâtre. De septembre 2015 à septembre 2016, on prévoit un montant d'argent qui est 2 % des coûts de construction, en fait, qui va servir à faire les réglages fins, corriger ce qui s'est fait en construction et en conception par rapport à ce qu'on va obtenir en opération. On fait ça, pourquoi ça dure 1 an? Parce que 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, et le bâtiment ne réagit pas du tout de la même façon. Si vous vous demandez d'où vient cette réserve de conformité de la performance, vous savez que moi, je suis à la Ville de Québec, j'étais à la gestion des immeubles. Ce montant-là avait été présenté et mis dans le PTI. 2 % du montant du PTI qui était aux immeubles était réservé pour la réserve de conformité de la performance parce que on a bien beau désigner, avoir les meilleurs concepteurs, ça ne marche jamais comme on veut. Donc, c'est une précaution qu'on s'est donnée pour l'année qui suit les travaux. La réserve budgétaire est montée à 7 millions plutôt qu'1,8 million. Et la réserve budgétaire, comment on l'a définie, c'est que toutes les estimations et les réserves ont été déterminées
en haut de cette réserve-là en fonction des coûts réels puis des prévisions des professionnels en fonction de la réalité du projet à ce moment-ci. On sait que le projet va bien. La réalité, c'est ça. On est encore à l'intérieur des cibles actuellement. Mais la réserve budgétaire pourra être utilisée advenant que des événements inattendus ou non quantifiés présentement surviennent. En fait, c'est semblable au principe de précaution qu'on a en écologie. On appelle ça une réserve. Présentement, on ne prévoit pas en avoir besoin, mais c'est avoir un principe de précaution, de le garder et de pouvoir s'en servir ultérieurement. Si on regarde le suivi de l'avancement des coûts cumulatifs, vous remarquez que depuis septembre 2012, les investissements sont faits et sont en pleine croissance, et notamment depuis février et mars de cette année, on donne un grand coup pour arriver, on a 80 millions en coûts de construction, ça. En coûts de construction, sans compter les équipements, sans compter les conditions générales, etc. Là, on prévoit 247 millions que le bâtiment va nous coûter en coûts de construction seulement. On a 80 millions de dépensés et à la fin de l'année, on prévoit arriver à 200 millions de dépenses. Comment on va faire ça? C'est de cette façon-là. Comme je vous l'ai dit, en septembre 2012, béton, un petit peu d'acier, on va jusqu'en janvier 2014. Et à partir de janvier 2014, depuis février et mars, on a doublé nos investissements par mois, ce qui n'est pas rien. On est rendu à 12 millions. On prévoit dans les 3 prochains mois atteindre 14 et 13 millions. Si au mois de juillet, vous êtes à 7 millions, c'est parce qu'il y a les 2 semaines de vacances de la construction. Et l'automne, les 4 mois, août, septembre, octobre et novembre, sont 4 gros mois d'investissement. On va mettre énormément de sous dans le projet et c'est normal parce que tous les corps de métier auxquels on a octroyé un appel d'offres vont être en train de travailler la toiture, le revêtement, la mécanique, l'électricité, l'architecture, tout va être là. Et en janvier 2015, on fait, dans la dernière année, des travaux plus de finition, donc on investit beaucoup de main-d'œuvre, mais peu de matériel. Alors, si on regarde le mot de la fin, le montant investi dans le projet, incluant tous les coûts, honoraires professionnels, coûts de construction, coûts d'équipement, etc. Au 31 mars, on en avait pour 115 millions. À la fin de l'année, on va être à 280 millions et les prévisions des coûts totaux du projet sont de 393 millions. On respecte les échéanciers, on est encore dans notre échéancier, puis il y a une bonne raison pour ça, c'est qu'on n'a pas eu de surprise majeure sur ce projet-là. Ça va comme ça avait été planifié. L'année 2014, vous l'avez vu avant, c'est une année déterminante parce que regardez les investissements qu'on doit faire. La marge de manœuvre n'est pas énorme, elle est là, mais pas énorme, et on doit passer à travers cette année-là en termes d'investissement. Donc, pour nous, c'est une année déterminante à la réussite du projet. Merci beaucoup, M. Rochette. Donc, ça met fin à la présentation. Oui, là, on va vous présenter une vidéo de modélisation du bâtiment, c'est-à-dire que notre gérant de construction utilise la méthode de modélisation des données du bâtiment pour faire la coordination des corps de métier. Et on va vous montrer un démo, là. C'est pas la banque de données qu'on utilise au chantier, mais c'est le démo, de toute façon, vous allez voir, là, ça parle de ça. Alors, voici le site tel qu'il était au départ. Vous voyez, l'hippodrome est encore en rouge. Il va se démolir très vite, vous allez voir. Voilà. On a planté les pieux, fait les fondations de béton.
Et j'attire votre attention, l'année passée, on en était là le 17 avril. Exactement il y a un an. Pardon? Le 17, oui. Et là, les travaux, comme ils se sont déroulés, vous voyez la structure d'acier. En septembre, on en était là. Septembre 2013. Vous voyez les dalles, la structure d'acier. Vous allez voir les fermes de toit qui commencent à être montées. On part de l'ouest, l'impression on part de l'est. Et la dernière ferme est montée en dernier. On arrive au niveau des loges corporatives. Et on sort tranquillement à l'extérieur. Vous avez un aperçu des aménagements extérieurs et de la passerelle qu'il va y avoir entre le ludoplex et l'amphithéâtre. Et maintenant le site tel qu'il va être en septembre 2015. Bon, là, on a rendu à la période des grands explorateurs. Vous allez voir l'amphithéâtre. Là, c'est la partie grands explorateurs du comité plénier. Vous allez voir ce qui a été fait comme vidéo avec un drone muni d'une caméra. Alors, ça fait... Ah, c'est le Vox Pop, hein? Excusez-moi. Il y a un Vox Pop. Ben, je trouve ça le fun au bout, là. Quand on la regarde monter comme ça, là, je viens souvent, là, tu sais, pour regarder les travaux, quand ils sont rendus, puis tout ça, là. C'est le fun. Je suis bien content de ça, moi, en tout cas. Ça va bien. Je trouve que ça avance à un bon rythme, là. Tu vois, il faut comment déjà faire la couverture à l'autre bout, là. C'est déjà pas pire. Et j'espère que tout sera prêt pour 2015 et que toute la population va en jouir. Je suis un monsieur de 84 ans et je suis anxieux de vivre les moments d'ouverture et d'assister à la première partie des Nordiques. C'est très bon. Ça fait assez longtemps qu'on attend après ça. Nous autres, on est très fiers de ça. Et puis, ça a l'air à suivre son cours comme on l'espérait, sans trop excéder les coûts de construction. C'est ce qu'on souhaite aussi, que les coûts soient respectés. Et puis, c'est bien parti. On espère que ça continue. Ça va être très beau. C'est énorme. Comparé à l'ancien Colisée, là, je trouve que c'est pas croyable. Hein. Les techniques ont vraiment changé. Avant ça, c'était fait sur le long, comme un hangar. Maintenant, c'est la nouvelle technologie. C'est impressionnant à voir aller. Je viens une fois par semaine à peu près. Et puis, c'est impressionnant, Bon, moi, je suis bien content de voir ça. Puis de voir qu'en 2015, ça va encore assez vite. Ça fait que j'espère bien que... Ça passe, mais il me semble que c'est pas encore assez vite. Tu sais, on a hâte de voir ça. Regardez, on voit la toiture puis tout ça. Là, c'est comme un petit bébé qui se prépare à venir au monde. Je suis bien content que le travail qui se fait là, parce que le maire Labaume a réussi avec l'accord des concitoyens, tout ça. Mais moi, je suis un de ceux-là. Puis ils diront ce qu'ils voudront, les autres. Moi, je suis content.
Merci. Donc, je pense que ça mettait fin à l'ensemble des présentations qu'il y avait. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Monsieur Julien, peut-être une conclusion? Juste un petit mot de la fin. Là. Je tenais à remercier infiniment M. François Moreau, M. Jean Rochette, l'ensemble de l'équipe interne, externe, qui font évoluer ce projet-là. Écoutez, c'est un projet hautement visible. Si on en est à notre 4e plénier, c'est un signe également. Les gens nous regardent, les gens s'interrogent, s'informent, sont pas préoccupés, mais sont intéressés fortement par ce projet-là. Et honnêtement, je tiens à vous lever mon chapeau, personnellement. Il y a 3 grands enjeux dans un projet d'envergure comme ça. Coût, échéancier, livrable. Vous avez fait démonstration aujourd'hui que ces 3 grands enjeux-là sont bien gérés. Puis on compte sur vous pour continuer, messieurs. Merci infiniment. Merci, M. Julien. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui souhaiteraient intervenir? Monsieur le maire. Peut-être un petit mot. On fera ce qu'il faut le moment venu. Mais tous ceux et celles qui travaillent sur le chantier, qui viennent de passer un hiver assez froid, je pense qu'il faut souligner leur travail. Et je sais qu'ils sont très fiers parce que j'ai parlé à quelques-uns. Et ces gens-là, ce sont tous et toutes des stars dans leur famille maintenant, parce que lorsqu'ils rencontrent leur famille, tout le monde leur demande « Puis, comment ça va l'amphithéâtre? » Alors, écoute, ils leur expliquent ça, et je sais que c'est d'un intérêt incroyable. Alors, ils sont très fiers, et on est très fiers d'eux. Peut-être, Jean, revenir sur le bilan, sur les chiffres, peut-être réexpliquer la partie contingence. Parce que moi, on va me demander, à certains d'ici, Monsieur le maire, combien il y a de lousse, là, tu sais. Alors, bien expliquer ce qu'est la contingence, OK? Bien expliquer ce que sont les 2 réserves, et bien expliquer ce qu'est la réserve budgétaire, parce que ce que nos amis de la Galerie de la Presse veulent savoir, c'est combien qu'on a de réserves potentielles au cas où on avait des coups durs. Alors, il y a un chiffre. On avait parlé de 45 millions de m'années quand on avait tout mis ça ensemble. Alors, partons d'à peu près 44-45 millions et ramenons ça au chiffre que vous voudrez. Essentiellement, les réserves qu'on avait sont toutes en caractère gras dans le tableau. Donc, dans les contingences de conception, c'est les contingences de construction et les réserves pour risque, comme les travaux sont avancés depuis 1 an et demi, la réserve est passée de 32 millions essentiellement à 29 parce que les coûts ont été transférés dans les coûts directs compilés qui comprennent les coûts estimés, les coûts soumissionnés et les modifications. Quand on descend pour les réserves pour l'inflation sur les travaux, la réserve est passée de 5,7 millions à 730 000, essentiellement parce qu'on n'en a plus besoin. Et si vous regardez un peu ce qu'on en a fait de cette réserve-là, c'est essentiellement la réserve de conformité de la performance, parce que, comme vous le savez, les appels d'offres ont été... les résultats des appels d'offres étaient tels qu'on l'avait estimé sans l'inflation. Et aussi, une partie de cette réserve-là est allée en réserve budgétaire. Alors, tous les chiffres que vous voyez en caractère gras, si vous les additionnez, vous devriez arriver à une réserve qui est à peu près de 40 millions. Vous me permettez, Madame la Présidente, parce que là, je ne veux pas créer de faux espoirs. Je pense qu'on peut raisonnablement conclure que le 29 millions de contingence, il sera utilisé. Je pense qu'il faut le dire comme ça, là, pour être honnête avec tout le monde. La réserve pour l'inflation, bon, on est rendu à 730 000 $. Le 4,894, alors lui, vous pourrez expliquer à tout le monde que ce budget-là va rester entre septembre 2015 et septembre 2016. Il sera là, il sera gelé, il sera utilisé dans la perspective où il y aura un problème de démarrage, de start-up. Hein? Alors là, c'est un coussin qu'on se donne, c'est une sécurité, parce que s'il fallait qu'on ferme le budget au 15 septembre 2015 et qu'il arrive un pépin,
Là, on se ramasse avec pas un sou, puis il faudrait y chercher dans les coffres de la ville. Et c'est pour ça que le projet se réserve ce 5 millions-là, grosso modo. En fait, la vraie réserve budgétaire, elle est de 7 142. Hein? Et encore là, on a montré tantôt un coût de projet de 393 millions. Je veux dire à tout le monde qu'il ne coûtera pas 393 millions parce que, en principe, lorsqu'on a réduit le coût de l'amphithéâtre, admettons, de 550 millions à 400, on a coupé les choses. Et si, chemin faisant, on s'aperçoit qu'on a des sommes de libre, de disponibles, ben, on pourrait peut-être rajouter des choses. C'est-à-dire que des choses qui ont été coupées, hein, qui pourraient servir à l'expérience client, entre guillemets, l'argent qui serait libéré, si tant est qu'il y en a, pourrait servir à améliorer certaines choses dans le bâtiment, et la priorité sera toujours donnée à l'expérience client. Alors, pour ceux et celles qui pensent que ça va finir à 393 millions, j'ai des nouvelles pour vous autres, ça va finir à 400. Ça ne finira pas à 393. Hein? Parce qu'on fera des choix, le cas échéant, pour améliorer l'ensemble de l'œuvre. Et la contingence de 29 millions, au total, on a 42 millions de sécurité au moment où on se parle, là. Mais il faut prendre pour acquis que le 29 millions sera utilisé, hein, et que la vraie réserve est à 7 142 au moment où on se parle. Mais on a encore un bon bout, au-delà de... On a 1 an et demi de chantier encore à voir. Alors, je ne voudrais pas qu'il y ait de quiproquo. Vos chiffres qui sont exactement ceux-là, mais il ne faut pas penser... Personne ne pense qu'on va finir à 393, on va finir à 400, et les contingences seront utilisées. Est-ce que, Jean, ça a du bon sens, ce que je dis? Ce sera le fun. Ce sera le fun. C'est vous qui le dites. C'est ça qui est important. Non, mais vous êtes le maire. Alors... Mais je pense que je veux vraiment... Non, parce que vous me demandez mon avis, mais vous êtes le maire. Non, parce que je veux dire... Non, mais je pense que je ne veux pas créer d'illusions, là. C'est important parce que les chiffres sont les bons, mais on va finir à 400. Écoutez, 399, mais ça va être proche de 400. Ça marche? Merci, Monsieur le maire. Est-ce que d'autres membres du Conseil souhaiteraient intervenir ou poser une question aux membres de l'équipe? Madame Guérette. Tandis qu'on est dans les réserves, là, on nous parle de réserve de conformité de performance, réserve inflation, contingence de conception, réserve budgétaire. Super. Maintenant, est-ce qu'on a des réserves pour l'entretien et la rénovation du bâtiment à moyen et plus long terme? Est-ce qu'on a prévu des argents pour ça? On est dans un projet de construction, puis c'est essentiellement des sommes pour la construction. Il n'y a pas de somme qui est prévue pour l'entretien, parce que ce n'était pas dans ce budget-là. Ce qu'on a fait, par contre, c'est la raison de conformité de performance. C'est une précaution qu'on s'est faite parce qu'à chaque fois qu'on finit un projet, il y a toujours des choses dans la construction qu'il faut modifier, qui ne sont pas des coûts d'entretien, mais qui sont des coûts reliés au rodage, au réglage, à des modifications de système et des améliorations de système pour que ça opère comme on l'avait imaginé. En complément, oui, toujours dans cette question-là, normalement, là, vous êtes un ingénieur, je crois, normalement, dans les projets, là, 100 millions, 200 millions, c'est quoi le pourcentage qu'on recommande de mettre de côté pour prévoir l'entretien et la rénovation des bâtiments? Je pense qu'il y a il y a des normes là-dedans. Là, en général, les gens prévoient. Vous voyez ce qui nous est arrivé peut-être un peu dans les infrastructures là, au gouvernement. On n'a pas prévu, puis là, on se retrouve avec des gros problèmes. Alors, je pense que les citoyens de Québec se questionnent à ce niveau-là, puis ce serait intéressant qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on a prévu. Madame la Présidente, ça fait l'élément de réponse pour Mme Guérette. 4 pléniers, ça fait 4 fois qu'on a la question. Alors, on va y répondre encore une fois. C'est comme les travaux du pourtour de l'amphithéâtre. Je suis certain qu'on a une question là-dessus. Ça fait 7 fois qu'on y répond. Alors, on va recommencer. Alors, oui, on pourrait garder une partie pour faire de l'entretien dans 10, 15, 20 ans.
Mais la Ville, on ne fonctionne pas comme ça. Alors, quand tu prends un projet à 550 millions puis tu l'amènes à 400, c'est déjà un exploit. D'autre part, on a des revenus qui vont provenir de l'amphithéâtre. On pourrait prendre une partie des revenus, les mettre de côté pour un entretien futur, mais la Ville ne fonctionne pas comme ça. On va prendre les revenus, on va les utiliser. Et il y a une cédule d'entretien dans le contrat avec QMI qui détermine très clairement ce qui doit être entretenu par l'opérateur, c'est-à-dire QMI, c'est-à-dire Québécois, et ce qui doit être entretenu par la Ville. Et ça, on est dans la structure, dans le frame. Alors, le choix de la Ville, c'est de dépenser 400 millions, de prendre les revenus et de les utiliser année après année. Et dans 15, 20, 25, 30 ans, quand il y aura de l'entretien à faire dans le frame, on le fera à ce moment-là. Alors, c'est notre philosophie. Alors, je vous réponds pour la 4e fois. C'est exactement ce que je vous ai dit les 3 fois d'avant. Merci. Donc, la réponse est claire. Là. Il n'y a pas de réserve pour l'entretien et la réparation. Toujours la même réponse. Non, c'est ça. Ce que je dis, c'est qu'on va entretenir ce qu'on a à entretenir dans le contrat qu'on a avec Québécois. Et on parle toujours de quelque chose dans 15, 20, 25 ans, là. Au moment où il y aura quelque chose à entretenir, on le fera. Puis je vous le dis, là, on pourrait prendre les revenus qu'on a, puis les mettre de côté, puis les garder. Mais on ne fonctionne pas comme ça. Les revenus qu'on aura des opérations, notre part des revenus, qui seront le pourcentage des opérations, des bénéfices qu'on a, plus les redevances sur chaque billet vendu, on va l'utiliser dans nos liquidités. Et le cas échéant, dans une décennie ou deux, bien écoutez, on fera ce qu'il faut. Un autre élément de réponse, M. Julien? Oui, essentiellement, c'est sûr qu'on va livrer un édifice neuf. Et comme mentionnait M. Labombe, l'édifice pourrait générer des revenus dépendant avec équipe ou sans équipe. Là, mais avec une équipe, on peut parler d'une équipe de hockey jusqu'à 5 millions de revenus au net. C'est vrai qu'il faut se préoccuper du maintien de cet actif-là. Alors, pendant les 10-15 premières années, habituellement, ça reste quand même marginal, les frais d'entretien d'un édifice livré. Puis après ça, il y a des règles de calcul, effectivement, mais le revenu qui peut être dégagé est bien supérieur aux règles de calcul du marché en termes d'entretien et réparation des bâtisses. Des fois, on parle de 0,5 de la valeur de remplacement à 1 de la valeur de remplacement, mais après plusieurs années, puisque les premières années, on a un édifice neuf. Et moi, je ne suis pas du tout préoccupé par rapport aux revenus qui sont actuellement dégagés avec une équipe de hockey sur place, et même par rapport aux revenus sans équipe de hockey, puisqu'on parle, en fin de compte, d'un coût net ville d'à peu près 600 000, mais d'un building de 400 millions qui nous appartient à terme. Quand je mets un dans l'autre avec une valeur de réversion, je suis très, très, très confortable avec les investissements qu'on fait là. Merci, M. Julien. J'ai M. Chouari qui a demandé la parole. Oui, merci de la présentation. En fait, c'est la première fois que j'assiste au comité plénier, même si c'est le 4e. Alors, c'est très intéressant, mais dans votre présentation, ce que vous nous avez dit, c'est que l'année 2014 est l'année déterminante, puis le gros des investissements s'en viennent cette année. Alors, comme on a pu constater, il y a quand même de bonnes réserves prévues au projet, puis vous suivez ça de près. Et comme M. le maire nous a informé tantôt, le 29 millions contingence de construction et réserve pour risque, pour prendre pour acquis, qui risque d'être dépensé d'ici la fin du chantier. Alors, puisque 2014 est déterminante, d'après ce que vous voyez actuellement sur le chantier, structure d'acier, qui est un gros contrat, les dalles de béton qui avancent, etc., quels sont les estimés ou les anticipations que vous voyez dans les dépassements de coûts, là, ce qu'on voit, on a déjà vu des avis de modification passés, là, certains contrats qui ont quand même dépassé, même si ce n'est pas des gros montants, mais j'en ai vu un jusqu'à 20 vous anticipez quoi ou quels sont les risques que vous prévoyez et quelles mesures peuvent être prises pour les éviter? Monsieur Rochette. On prend déjà des mesures pour contrôler nos coûts, contrôler notre échéancier. On y arrive maintenant. Il faut comprendre aussi qu'il y a 27 lots de construction et que chez certains lots, il peut y avoir un dépassement plus important que dans d'autres. Mais essentiellement, le 29 millions, c'est 10 à 12 %.
D'après les calculs qu'on fait, d'après les statistiques de projets de construction, cette réserve-là va être suffisante pour passer à travers le chantier. Et au moment où je vous parle, on n'a pas de surprise, on n'a pas de coûts qui s'en viennent qu'on n'a pas prévus. Quand on prévoit 29 millions, ça peut paraître gros, mais on sait que quand on soumissionne sur un projet, la conception où les plans étaient à 100%, mais il y a toujours des oublis, il y a toujours des choses en coordination entre les corps de métier. Il y a des travaux qu'on doit faire, notamment là, quand on parle des conditions générales, conditions de chantier, pour garder un chantier en construction. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, et je le répète, on a suffisamment d'argent dans nos réserves et de la façon dont elles sont libellées, et on n'a pas de surprise attendue par rapport à ça. Quand on dit qu'on prend pour acquis que le 29 millions va être dépensé, nous, on espère ne pas le dépenser, mais on prend pour acquis que c'est ça que ça prend pour finaliser le projet. Merci. Monsieur Julien? Oui, juste en complément, c'est sûr qu'au comité directeur, on est très, très à l'affût de la gestion des réserves de contingence et de risque. Et de manière mensuelle, on nous présente l'évolution. C'est vrai qu'on a une gestion par lot qui est la gestion la plus efficiente d'un projet de cette envergure-là. Et corrigez-moi, M. Rochette, mais chacun des lots, dépendant en fin de compte de sa nature et des risques qu'il représente, a été fixé à un niveau de contingence en termes de pourcentage représentatif. Et quand on fait le suivi mensuellement de l'évolution de la contingence par rapport aux travaux réalisés et aux coûts, actuellement, la courbe est bonne, c'est-à-dire qu'on est sous la courbe de si on poursuivait la courbe en fin de compte de réalisation pour le niveau de contingence. Donc, on a une gestion très serrée de ces éléments-là. Actuellement, on se croise les doigts, on n'a pas de mauvaise surprise, puis on est sur la bonne ligne pour que les contingences ne soient pas dépassées à l'heure où on se parle. Merci. Une question, M. Chouari? À titre d'exemple, je ne sais pas si c'est le plus gros lot, mais le contrat à l'entreprise ADF pour la structure d'acier, qui est de 46,6 millions. Est-ce que déjà vous avez des indications que ce contrat-là sera dépassé? Et si oui, de quel ordre? On a prévu une réserve d'environ 3 millions pour le contrat d'ADF. Présentement, on en a pour 139 000 d'approuvés. Mais évidemment, la structure n'est pas complétée. Il y a encore, on n'a pas d'indication présentement que le 3 millions va être dépassé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fixe par sous-lot, il arrive des sous-lots qui en dépensent moins de contingence, puis il arrive des sous-lots qui en dépensent plus. Nous, on le gère de façon globale, on le répartit au meilleur de notre connaissance pour pouvoir en faire le suivi. Mais pour compléter ce que M. Julien vient de dire, c'est qu'il y a un indicateur de performance qui nous est fort utile, c'est qu'on calcule l'avancement de chacun des lots, des sous-lots. C'est-à-dire la structure d'acier, je vous l'ai dit tout à l'heure, 65 le béton, c'était 100 les dalles, tel niveau. Et on compare le niveau des contingences qu'on a dépassées. Ça fait un indicateur de performance très, très viable et fiable, parce que si nos travaux sont avancés à 40 puis qu'on a 38 de nos contingences de dépensées, là, on sait qu'on est en voiture. Quand arrive l'inverse, supposons que c'est 50 puis on a 40 c'est là qu'on se positionne, c'est là qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Et c'est sûr, et ça va arriver, que chaque niveau de contingence qu'on a mis pour chaque sous-lot ne sera pas exactement ce qui va être dépensé. Donc, il y a ce qu'on appelle dans le jargon des transferts budgétaires qui vont être faits pour les contingences. Merci. En complément de réponse, M. le maire? Oui, je veux dire immédiatement qu'il va y avoir des ajouts éventuellement. Monsieur Aldo Giampaolo, qui maintenant est responsable des opérations de l'amphithéâtre. Il l'est dès maintenant, et à partir du 15 septembre 2015, c'est à lui à rendre cet amphithéâtre-là rentable. M. Giampaolo, c'est lui qui a créé à l'époque Gillette Entertainment, qui est devenu Evenco.
c'est lui qui a vécu l'ouverture du Centre Bell. M. Giampaolo est là depuis moins d'un an à peu près, déjà. Juillet 2013. Alors, même si notre travail a été magnifique, M. Giampaolo arrive avec une expérience d'opérateur d'amphithéâtre. Et, comme il m'a déjà dit, je ne sais pas ce que ça prend dans un amphithéâtre, mais je sais ce que ça prend pas. Hein? Et donc, on travaille, M. Rochette, toute l'équipe travaille avec M. Giampaolo pour apporter des améliorations, essentiellement au niveau de la scénographie. Hein? L'organisation des spectacles. Alors, c'est pas le hockey, là. C'est vraiment au niveau de l'organisation des spectacles. Quelques améliorations au niveau de la circulation. Et donc, il faut prévoir des sommes additionnelles sur tout l'aspect scénographique. Et donc, c'est pas un ajout, tant qu'à moi, c'est juste une amélioration à l'amphithéâtre pour être encore plus habile ou habilité à organiser des spectacles de qualité. Alors, c'est probablement là où il va y avoir des ajouts, je l'annonce immédiatement, mais ce sont vraiment des ajouts, c'est pas pour corriger quelque chose, c'est pour ajouter à l'expérience client au niveau scénographique et peut-être au niveau un peu de la circulation dans certains secteurs de l'amphithéâtre. Exemple, on travaille sur les gradins rétractables. Alors, lui a travaillé au Centre Bell avec des gradins rétractables. Alors, il nous a apporté des observations, honnêtement, qu'on n'aurait jamais su. Il faut vraiment avoir opéré des gradins rétractables. Tout ce qui concerne les ponts roulants, etc., qui font en sorte que ça a affaire à l'organisation de la scène, etc. Alors, ce n'est pas des corrections qu'on va faire, mais ce sera des ajouts pour l'expérience client. Et ça, c'est certain qu'il va y en avoir. Mais on ne les réserve pas. Et c'est pour ça que c'est important d'en avoir des réserves, parce que là, on est rendu à l'étape où on va ajouter des choses qui vont correspondre à l'amélioration de l'expérience client. C'est exactement ce qu'on dit depuis le début. On va avoir des choses de côté, argent de côté pour améliorer l'expérience client, puis on est rendu là actuellement, avec quelqu'un qui a opéré puis qui a créé des spectacles toute sa vie. Alors, je répète, ce n'est pas des corrections, ce sont des ajouts pour que le client en ait encore plus pour son argent. Merci, M. le maire. Est-ce que d'autres membres du Conseil souhaiteraient intervenir ou poser des questions à l'équipe de M. Rochette? Oui, Mme Doyle. 269? Non. Bonjour. En parlant d'expérience client, vous savez, une de mes préoccupations dans l'amphithéâtre, c'est un irritant, je pense, dans l'ancien Colisée, le nombre de salles de bain versus le temps qu'on a pour passer à la salle de bain pendant Non, mais c'est vrai, on a le choix d'aller chercher quelque chose à la concession pour faire la filée. Donc, j'ai vu défiler rapidement tout à l'heure un chiffre, toilette 329. Je pense que c'est la première fois que je vois un chiffre. Est-ce que c'est le nombre total ou c'est ce que vous avez installé jusqu'à date? Puis pourriez-vous me dire combien est-ce qu'il y en a au total? Il n'y a rien d'installé jusqu'à maintenant. Il n'y a rien d'installé? Ils sont bleus, les toilettes. Non, mais ils sont bleus, puis ils sont isolés. Puis, non, mais... Pas sûr que vous les aimiez. Mais il va en avoir 329. Ouais. Au total, OK. Ça en fait combien par étage? Par étage, je vais faire une petite recherche, je vais vous répondre. Mais c'est réparti en fonction de la population à chacun des niveaux. Alors, on a 329 toilettes, mais il y a 166 urinoirs aussi. Et comme je l'ai déjà mentionné dans un autre plénier, les toilettes, le nombre de sanitaires est prévu par rapport à un usage intense pendant une courte période de temps. Alors, il est prévu, il est bien au-delà des normes de code qu'on doit respecter. Alors, c'est un petit peu plus qu'une fois et demie les codes que l'on doit respecter en termes de nombre de sanitaires pour justement s'assurer qu'il y ait une libre circulation. Parce que vous comprendrez que l'équation est assez facile. Lorsqu'on attend trop longtemps pour aller à la salle de bain, on a moins de temps pour aller consommer. Et le but dans une opération économique rentable, c'est de consommer le plus possible. Alors, vous comprendrez que c'est un des éléments qui a été mis de l'avant dès le départ. Et je crois que l'efficience va être assez impressionnante. L'efficacité de l'amphithéâtre va être assez impressionnante à ce moment-là. Allez-y, Mme Doyle. Puis on conserve toujours le concept qu'il y en a qui vont être interchangeables selon l'événement. Vous vous rappelez ce que vous Parce avez que dit? j'avais promis à Mme Doyle ceci.
J'espère que je vous en ai parlé, messieurs, mais il me semble que oui. Probablement, Mme Doyle m'a bien vérifié toilette à l'amphithéâtre de Pittsburgh. Et à Pittsburgh, on m'a expliqué, il me semble m'avait dit oui, mais je vais vérifier, que dépendamment des spectacles, parce qu'il y a des statistiques, par exemple, si vous allez voir AC/DC, il y a plus de gars que de filles. Je sais pas si c'est vrai, AC/DC, moins sûr aujourd'hui. Mettons, en tout cas. Et donc, il y a des toilettes de femmes qui se transforment en toilettes d'hommes pour que ça y aille plus vite. Et si vous avez, je ne sais pas moi, un trio de sopranos, normalement, semble-t-il que statistiquement, il y a plus de femmes que d'hommes. Et on pourrait transformer des toilettes d'hommes en femmes. Disney on Ice, les familles. Oui, c'est ça, Disney on Ice. Alors, c'est-tu bien ça? On est-tu capable de faire ça? Ce serait une bonne idée, je l'ai promis. C'est un souci d'opération. Et c'est un souci d'opération qui est pris en charge par M. Giampolo, justement, et il est très sensible par rapport à ça, parce qu'ils ont vécu, il a vécu personnellement un problème pendant plusieurs années au Centre Bell, pour ne pas le cacher, à cause de l'étroitesse des circulations, à cause de toutes les contraintes qu'ils avaient, et ils ont imaginé au Centre Bell des alternatives pour justement pallier à cette problématique-là. Mais c'est vraiment une problématique d'opération. Alors ça, c'est vraiment dans le camp de M. Giampolo. Nous, on lui a donné les outils, finalement, pour opérer de toutes sortes de manières. Et effectivement, à Pittsburgh, c'est le cas. Dans certains spectacles, ils interchangent les sexes pour pouvoir augmenter la capacité de desserte. Les sexes des salles de bain. Merci beaucoup. Donc, j'avais Mme Guéret qui souhaitait poser une autre question. Oui, c'est certain que c'est notre quatrième plénier. Puis comme à chaque fois, on se concentre sur le compte d'excavation. On se concentre là-dessus. Monsieur le maire n'aime pas ça, c'est sûr, quand on arrive avec ces questions-là. Mais c'est que nous, comme conseillers municipaux, dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que ça va coûter au total, hein? Combien d'argent les citoyens de Québec vont devoir débourser pour le projet dans sa globalité. Alors là, aujourd'hui, comme tous les autres pléniers, on se concentre seulement sur le compte d'excavation. Pour nous, il y a de nombreux coûts qui devraient faire partie, bien sûr, du coût total de l'amphithéâtre. On n'a qu'à passer au site événementiel, au stationnement, la place publique, les débarcadères, tous les réaménagements routiers, des démolitions, en tout cas, il y a plein de choses. C'est sûr que vous, qui nous présentez aujourd'hui, nous faites cette présentation-là, vous n'êtes pas responsable des coûts en dehors. Vous êtes mandaté pour contrôler les coûts à l'intérieur du compte d'excavation et j'ai aucun doute que vous le faites certainement très bien là-dessus. Encore là, pour être vraiment capable d'aller au fond des questions, c'est un chantier énorme. Il y a toute une équipe qui est responsable de ça. Nous, on a quelques heures, une fois par année, pour vous poser des questions. Donc, c'est bien normal là, qu'on ne peut pas fouiller tout ça. Là. Donc, on vous fait confiance comme les citoyens de Québec le font également. Mais je pense qu'à chaque fois, c'est important quand même de mentionner, absolument, puis M. le maire répétera s'il veut, mais donc, continuez votre bon travail, puis on espère que, dans le fond, le vrai portrait, c'est à l'automne 2015 qu'on va l'avoir. Aujourd'hui, on peut bien dire que tout dévaut, que tout va bien, qu'on respecte les échéanciers. Tant mieux. On verra en septembre 2015. On aura le vrai portrait, la réalité à ce moment-là. Donc, moi, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Continuez à faire ce que vous faites de mieux dans ce dossier-là. Puis qu'on respecte au moins le budget du 400 millions à l'intérieur du compte d'excavation. Ce sera déjà ça de gagner pour les citoyens de Québec. Merci. Mme Guéret. Il y a M. le maire qui souhaite vous répondre. Ça a changé parce que pendant 4 ans, moi, j'ai entendu ici des scénarios d'apocalypse sur des dépassements de coûts. Alors, déjà, le ton a changé. Je suis pas mal plus heureux. Alors, écoutez bien ça, puis je vous demande de l'enregistrer. Je pense que ça fait 8 fois que je le dis, mais ça m'a fait plaisir de dire encore. Puis tentez de l'enregistrer. Il y a des travaux qui ont été accélérés ou qui étaient déjà prévus sans amphithéâtre. Moi, je vais vous les énumérer une fois de plus. Il y a un collecteur pluvial sous le long de Laurentien. 5 millions, c'était fait pour la ville, ça devait être fait. Un collecteur pluvial sous le long de l'autoroute Laurentienne. D'autre part, on a refait le boulevard Wilfrid Hamel, la phase 1, c'est déjà réalisé en 2012,
Et on a fait la rue Pointe-aux-Lièvres. C'était déjà prévu. On continue. 2013. Il y a un stationnement d'autobus nonisé. Ça, on peut discuter. Est-ce que c'est nécessaire pour l'amphithéâtre? On pourrait dire que peut-être que oui, mais je dois vous dire qu'avec le centre de foire, ça devenait nécessaire. On peut en discuter de celle-là. Les stationnements autour d'Expo-Cité, c'était déjà prévu. Si vous reculez dans le temps, j'étais même moi président à l'époque. Quand je suis arrivé, j'étais président d'Expo-Cité. C'était déjà prévu. Ce n'est pas un ajout. Je vous rappelle que le centre de foire, lorsqu'il est plein, qu'un match des Remparts au Colisée, puis qu'il se passe quelque chose au pavillon de la jeunesse, c'est la folie. Il n'y a plus de place. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on avait décidé d'investir plusieurs millions par Expo-Cité pour améliorer la situation. Ensuite, en 2013, on a continué la réfection de boulevard Amel plus vers l'ouest. Tout le monde a compris que c'était bien nécessaire. Puis on a enlevé un viaduc. Le ministère des Transports a enlevé un viaduc. Hein? Ensuite, il y a un terminus d'autobus pour le RTC. Ça, on pourrait dire que c'est pour l'amphithéâtre. C'est sûr que ça va aider pour l'amphithéâtre, mais à un moment donné, c'était aussi nécessaire. Sur Pointe-aux-Lièvres, on a enfoui des fils. Ben, je vous annonce qu'on les aurait déjà, de toute façon, enfouis, amphithéâtre ou pas. On continue. 2014. Ce qu'on appelle le site événementiel, c'est une utilisation d'un parking, d'un stationnement qui devait être fait. Souvenez-vous, à l'époque, on stationnait des voitures à l'intérieur de l'hippodrome. On avait décidé qu'on asphaltait. Il n'y a rien de neuf là-dedans. C'était déjà prévu par Expo-Cité. Le viaduc de la rue Soumande au-dessus de Laurentien. Il fallait de toute façon refaire Soumande éventuellement. Alors, si tu refais Soumande, tu le fais en même temps que le ministère des Transports décide de refaire le viaduc. Je pense que c'est de l'intelligence même. Alors, ça, c'est fait. La passerelle au-dessus des bretelles, c'est-à-dire des bretelles de Laurentien. C'était déjà prévu. On en parle depuis à peu près 20 ans, cette passerelle-là. Elle était déjà prévue. La réfection de la rue Soumande, c'est parce qu'on devait la refaire. À partir du moment où le ministère refait le viaduc, on dit c'est le temps de faire la réfection de la rue Soumande. Ce qui nous fait juste de la peine, c'est que le CN n'a pas refait son viaduc à lui. Et en 2015, ce qui va nous rester à faire, c'est le fameux collecteur. Il y a un nouveau collecteur à passer. Et on doit refaire la rue Irma-Levasseur. Mais là, vous comprenez que vous êtes rendu de plus en plus près de la rivière Saint-Charles. C'est après la route de Lièvre. Bon. Et on va refaire les trottoirs et l'éclairage de rue sur Wilfrid Hamel et Pointe-aux-Lièvres. Amphithéâtre ou pas, on l'aurait refait. Hein? Puis on va terminer la réfection d'Hamel et de l'avenue du Colisée. C'était déjà à faire. Il va rester la place publique et je vais laisser le soin à ma collègue de vous expliquer. Alors, je sais ce qui va se passer à la fin. Comme il n'y aura pas de dépassement, il y a des gens qui vont dire « Ah, ça n'a pas coûté 400 millions. » On va être obligé de le répéter pour une 15e fois. C'était déjà prévu. D'autres ont été accélérés. Alors, on vous attend. On sait que vous allez le dire. Mais je vais au moins le répéter 15 fois. Encore une fois, puis peut-être que Mme Lemieux peut expliquer ce qui va se passer avec la place publique. Mme Lemieux? Oui, en fait, on en a parlé un petit peu en début d'année. On a choisi de repousser un peu la construction de la place publique pour quelques raisons. On voulait pas d'abord qu'il y ait de compétition entre le chantier de l'amphithéâtre et le chantier de la place publique en 2015. On voulait se garder la latitude pour faire les choses comme il faut. On voulait aussi que l'artiste qui fera le 1% pour l'œuvre d'art et que les architectes paysagistes puissent prendre la mesure de l'amplitude de l'amphithéâtre, la mesure de la place comme telle, avant de pouvoir intervenir. Donc, ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle on avait repoussé. Et on veut que cet artiste-là travaille également avec l'architecte paysagiste ensemble. Donc, ça nous mène plus en l'année suivante là, pour le chantier. On est en train d'en discuter avec le ministère de la Culture. On a lancé le concours du 1% pour l'intérieur de l'amphithéâtre. Vous avez vu passer ça dans les journaux. Il y a des finalistes qui ont été sélectionnés qui vont nous déposer des propositions au mois de septembre. Donc ça va être fait pour l'ouverture à l'intérieur de l'amphithéâtre, pour le 1%, mais pour l'extérieur, pour l'œuvre d'art et pour la place publique, il faudra attendre peut-être un an et demi plus tard pour la construction comme telle. Merci. Monsieur le maire?
peut-être aller un petit peu plus loin. À ce moment-là, en septembre 2015, on peut avoir un peu de temps pour finaliser le comité de M. Gélina pour voir au futur d'Exposité. Peut-être qu'il y aura déjà de sortie de ce comité-là des idées qu'on voudra exécuter, qu'on saura d'avance ce qui nous intéresse et qu'on veut faire. D'autre part, moi, je vais vous dire que je ne suis pas un artiste, là. Je ne suis pas un architecte paysager, mais quand je vois la simulation, les premières simulations de l'amphithéâtre puis de la place publique, puis aujourd'hui, je regarde l'immensité de l'amphithéâtre, puis là, le devin n'est pas encore fait, je me dis, c'est pas la même perspective. Et donc, partir un concours immédiatement pour la place publique, j'ai l'impression qu'on a avantage à voir la dimension de la bête pour se faire une meilleure idée, puis encore plus pour l'artiste. Et Mme Lemieux vient de le dire, on ne voudrait pas que ces deux-là travaillent séparément. Ça va faire un croc-au-lion. Un crocodile et un lion, ça va donner un croc-au-lion, comme dit quelqu'un de célèbre dans mon bureau. Et ça vaut la peine d'attendre quelques mois pour que les entreprises qui veulent soumissionner pour ce projet-là et les artistes prennent bien conscience de la dimension des lieux pour avoir un meilleur résultat. Parce que le problème, c'est que quand vous le faites, là, c'est plusieurs millions de dollars. Si vous faites rapidement la place et que vous installez l'œuvre d'art, si c'est raté pour longtemps. Et ça a de l'air fou parce que c'est l'entrée de l'amphithéâtre. On a dit qu'on a le goût de ne pas prendre de chance et c'est pas quelques mois qui va faire la différence. Au moins, je suis convaincu qu'on peut avoir un meilleur produit. En tout cas, on joue plus fessier, puis on sent beaucoup plus sécure d'attendre quelques mois pour que ceux qui veulent soumissionner prennent bien la mesure de la bâtisse puis du lieu. Merci, M. le maire. Complément, Mme Lemieux? Peut-être aussi rassurer quand même les utilisateurs futurs. Il y a des budgets qui sont prévus dans le budget de l'amphithéâtre pour l'aménagement aux alentours de l'amphithéâtre. Donc, ça ne sera pas justement dans le gravier, là, comme dit le maire. Ça va être quand même aménagé de façon sécuritaire pour que les gens puissent avoir accès. Puis ce qu'on voulait aussi, c'est de tester un petit peu comment les gens vont utiliser cet endroit-là. Parce que des fois, on fait des parcs, on fait des aménagements, puis finalement, on se rend compte que les gens passent exactement à l'endroit opposé où on a imaginé qu'ils allaient le faire. Donc, c'est pour ça qu'on veut aussi tester un peu l'endroit pour voir comment les gens vont l'utiliser. Juste là. Oui. Qui vont stationner du côté nord, là. Nous autres, on a fait de beaux entrées. On pense qu'ils vont entrer par là, mais tout d'un coup, c'est pas comme ça que ça se passe, là. Tout d'un coup, qu'ils se font des trails ailleurs. Ce serait le fun de voir comment le client réagit. Puis une fois qu'on aura vu comment le client réagit, on saura peut-être comment faire, s'organiser un peu plus en avant. Merci. Monsieur Chouari. Justement, ma question était en lien avec ce qui vient de nous être expliqué. Si je comprends bien, l'aménagement du site comprend la place publique, stationnement VIP. Puis ça, c'est le lot 4, je crois. Oui, je pense que oui. On va laisser terminer M. Chouari. La place publique n'est pas incluse actuellement. Actuellement, la place publique n'est pas incluse dans le projet d'amphithéâtre. OK? Alors, non, mais on l'a déjà expliqué là, que c'est pas dedans. Oui, on va laisser M. Chouari terminer sa question. On a tout redit ça, là, c'est fait ça. On l'a tout dit. L'aménagement du site, c'est pas la place publique, c'est quoi? Là? On a sorti la place publique. Chouari, écoutez, Madame la Présidente. Messieurs, s'il vous plaît, arrêtez le duel. Madame la Terminez Présidente, votre question. Que j'ai pas fini mes questions. C'est ça, terminez votre question, ensuite on répondra. Bien, c'est parce que là, c'est pas clair. L'aménagement du site, c'est quoi si ce n'est pas la place publique? Et quel est le coût estimé dans le budget? Où est dans le budget de l'O4, qui est, selon moi, l'aménagement du site? Puis, si la place publique n'est pas dans le lot 4, l'aménagement du site, il est où? Puis c'est quoi l'estimé de la place publique? Puis pourquoi il n'est-il plus maintenant dans le projet de l'amphithéâtre? Alors, Monsieur le maire? C'est parce que nous croyons qu'il devait être dedans avec le contrat qu'on avait avec le gouvernement, mais ça fait plusieurs mois qu'on a dit qu'il n'était plus dedans. C'est pas nouveau, là. Ça fait des mois qu'on le dit. Il n'y a rien de neuf là-dedans. Alors, mais ça, c'est au moment où on se parle. Il y a plusieurs hypothèses pour la place publique. Il y a peut-être des gens qui voudraient la payer. Il y a peut-être des commanditaires qui voudraient la payer. Alors, au moment où on se parle, qui va payer la place publique, on ne le sait pas encore. Mais que ce n'est pas dans le contrat avec le gouvernement, ça fait bien longtemps qu'on sait ça. C'est tout. Et l'œuvre d'art, elle, est dans le budget. Une sous-question, M. Chouari? Bien, je voulais juste savoir
Le lot 4 qui est estimé à combien? Ça comprend quoi comme travaux? C'est où? Dans quelle ligne? Et la place publique, si elle a été sortie de l'amphithéâtre depuis octobre dernier, elle est prévue où? Comme, là, vous dites qu'il y a peut-être un privé qui va le payer, là, mais c'est quoi l'estimé du coût? Le lot 4, essentiellement, c'est 7 200 000. C'est parce que Frédéric m'a donné le chiffre exact. Et ça comprend le stationnement VIP et l'accès au bâtiment à partir de ce stationnement-là. On peut appeler ça un parvis devant l'amphithéâtre, avec des marches pour avoir accès à la place publique telle qu'elle est là. Et au pourtour, il y a un aménagement paysager qui fait en sorte que, entre l'asphalte du site événementiel et notre bâtiment, il y a un aménagement paysager avec bordure qui fait que les gens, quand ils vont sortir de l'amphithéâtre, vont se retrouver non pas sur le gravier, mais essentiellement sur des aménagements de trottoirs, des aménagements paysagers, et vont pouvoir aller au stationnement sans problème. En fait, nous, ce qu'on aménage, c'est le compte d'excavation pour pouvoir rejoindre l'ensemble du site dans l'état dans lequel il va être. Alors, en avant, il va y avoir un parvis, si on peut appeler ça comme ça, avec des marches qui vont rejoindre le stationnement comme il est présentement. Et il y a le stationnement de VIP de 125 véhicules, lequel on peut rentrer au bâtiment. C'est essentiellement ça. Et le débarcadère, bien évidemment. Merci, M. Rochette. Oui, complément d'information? Pour ce qui est du prix de la place publique, écoutez, ça peut varier. On peut tout faire, il faut le payer. On peut en faire moins, ça coûte moins cher. C'est ça qu'on va voir là. Il n'y a pas de presse au moment où on se parle, mais il y a bien des choses de possibles. Merci. M. Chouari? Oui, c'est ça. À l'origine, ce que je croyais comprendre, c'est que la place publique était incluse, puis c'était quoi le montant budgété à ce moment-là? Okay. On vient de vous dire qu'il n'est plus dedans, là, depuis le mois d'octobre qu'on l'a dit. Il n'est plus dedans. C'est plus dedans, le budget, le projet a baissé de combien? C'est-tu budgété au projet? Est-ce qu'on a une réponse? La place publique n'a jamais été budgétée dans le 400 millions. Il y a 7,2... Non, mais écoutez, dans le projet que nous, on a monté, le 7,2 millions est essentiellement pour ce que je viens de vous dire qu'il était, stationnement, aménagement paysager, aménagement des issues, parvis et le passage entre le bâtiment et les lieux existants. La place publique n'était pas dans le 7,2 millions. Complément de réponse, M. le maire? Est-ce que je vais être clair, là, le monde a tout compris parce que M. Chouari pourrait sortir d'ici et dire, regarde, ça ne marche pas. Alors, juste rappeler, dans le lot, 7,4 millions, M. Rochette vient de vous décrire ce qu'il y avait dedans. Il n'y avait pas de budget pour la place publique encore. Alors, allez pas dire à l'extérieur, parce que des fois, il ne nous dit pas rien en face, il va dire à l'extérieur. Alors, je vais juste vous dire une chose, là. Alors, 7,4, la place publique n'était pas incluse. Voilà. Merci. J'avais Mme Véro qui avait une question. Oui, juste terminer là-dessus, mais pourquoi à ce moment-là avoir dit que la place publique est incluse dans le 400 millions? C'est parce que je viens de vous dire qu'on pensait que c'était dans le contrat. Ça fait des mois qu'on le dit, là. Suivez l'actualité. On pensait qu'il était dans le contrat avec le gouvernement. Ensuite, on a dit ici au Conseil, on a dit, excusez-nous, il n'est pas dedans. C'est pas nouveau, là. Ça fait des mois qu'on le dit. C'est pas nouveau, là. Ça fait des mois qu'on le dit. Il n'y a rien de neuf là-dedans, là, pour aujourd'hui. Merci. Donc, c'est toujours sur le même sujet, Mme Guérette? Si c'est sur le même sujet, sinon j'ai Mme Véro qui avait demandé la parole. Mme Véro. Merci. Alors, je voulais un peu revenir sur l'intervention de Mme Guérette tout à l'heure concernant, 400 millions, OK, mais on ne compte pas tout ce qui va se faire aux alentours. M. Labo m'a donné d'ailleurs un bon argumentaire là-dessus. Il faut comprendre, il faut connaître le quartier où ça se situe. Et il faut connaître les besoins pressants qui étaient définis dans ce quartier-là. Il faut bien comprendre. Puis je pense que lorsqu'on développe un grand projet, peu importe l'endroit dans la ville,
c'est évident qu'au pourtour, on va toujours en profiter un peu pour, c'est le temps de refaire des rues, c'était planifié de requalifier des secteurs, on le fait toujours en même temps. Pour ma part, c'est pas un ajout au projet d'amphithéâtre, parce qu'il y avait déjà plusieurs choses de planifier dans les travaux, mais je vous dirais que pour une raison de désuétude des infrastructures qui étaient présentes, le fameux viaduc qu'on a enlevé, qui était plus, ne serait-ce que par sécurité. Alors, je pense que ça a été quelque chose de très important. Alors, maintenant, les citoyens de la rue Soumande, c'était tout à fait sécurité zéro, autant pour les piétons que pour les voitures. C'était à refaire complètement, c'était déjà prévu. Alors, et je vous dirais que ces projets-là qui sont déjà en partie réalisés, la bonification dans le secteur et sur la qualité de vie des citoyens aussi, au pourtour, là, ça a été vraiment une chance. Mais c'était déjà dû. Je pense qu'on n'a pas fait je pense qu'on n'a pas fait d'excès, là. On avait affaire à un secteur là, qui était vraiment dû pour être qualifié et c'était l'occasion et c'était majoritairement tout planifié déjà, ces travaux-là. En complément, M. le maire? Ben, tout le monde savait que l'espèce d'entrée Laurentien-Nord, il y avait deux entrées, il y en a une qui était sur Voramel, puis il y en a une autre qu'on allait chercher devant là, ils vendent des tuiles, là. Soumande. Non, du côté sud. C'était extrêmement dangereux et tout le monde le savait. Hein? Puis à partir du moment où le concessionnaire automobile Giguère avait été vendu, il devait y avoir quelque chose là, il fallait faire Pointe-aux-Lièvres, c'est sur le tracé de mobilité durable. Alors ça, le ministère savait qu'il fallait absolument que ça change. Alors ces deux entrées-là, Laurentien-Nord, ont été éliminées. Et c'est un viaduc qui a été enlevé. À partir du moment où vous enlevez le viaduc, il faut refaire le reste, parce que c'est plus la même affaire. Et aussi, il avait été prévu, puis ça fait déjà 6-7 ans, que le lieu où était l'entrée Laurentien-Nord, Amel entrée Laurentien-Nord, que ce serait réservé, transféré à Exposité pour faire un stationnement. Ça fait 6-7 ans que c'est prévu, ça. Alors, à partir du moment où vous faites ça, bien là, il faut que tu refasses Amel, idéalement. Puis de toute façon, il faut que tu fasses Pointe-aux-Lièvres aussi, parce qu'il est prévu là. Puis quant à Soumande, ben je pense que le viaduc était dû. Hein? Amphithéâtre ou pas, le viaduc sur Soumande aurait été fait. En passant, il a été fait pour ajouter une voie de chaque côté, je voudrais le préciser. Et à partir du moment où on refait le viaduc sur Soumande, puis on sait qu'on va refaire Soumande, bien, si on est intelligent, on refait Soumande à ce moment-là, parce qu'il faut fermer Soumande de toute façon. Si tu as à fermer Soumande pendant des mois, c'est le moment pour faire des travaux qui sont déjà prévus. Alors, le gros de l'argent, là, il est là. Il est sur Amel avec tout l'enlèvement du pont d'étagement, du viaduc, et le changement du pont d'étagement du viaduc sur Soumande. À part de ça, on est dans les collecteurs pour l'eau. Alors, ce sont ça, les changements. C'est pour ça qu'il y a des millions qui ont été investis. Voilà. Merci, Mme Guérette. Écoutez, c'est sûr que c'est deux visions différentes. Hein? Puis, je respecte votre vision, mais la nôtre, en tout cas, est claire aussi. Je veux dire, si moi, je rénove la maison, adressez-vous à moi, s'il vous plaît. Que je décide de consolider la structure, de refaire le stationnement ou le perron de l'entrée, parce que de toute façon, c'est dû, puis ça doit être fait. C'est vrai que c'est peut-être une bonne chose de le faire, mais c'est qui va payer? C'est moi qui va payer. Hein? C'est pas... Non, mais c'est ça. Il faut... Tous ces frais-là, ces millions-là, ben, c'est les citoyens contribuables de Québec qui vont les payer parce que on est dans le cadre d'un projet de construction d'un nouvel amphithéâtre. Donc, je comprends que M. le maire, lui, il essaie de convaincre toute la population que ces coûts-là, c'était déjà prévu, ça devait être fait de toute manière, ça n'a aucun rapport avec l'amphithéâtre. Puis nous, on pense au contraire que c'est tout un ensemble de choses qui sont indissociables. Bon, alors, on va tenir, nous autres, on ne change pas d'idée là-dessus. Puis M. le maire essaie de nous convaincre du contraire, mais qu'est-ce que tu veux? C'est une drôle de mentalité, parce que l'argent, là, les millions, elle vient des poches des citoyens de Québec. OK. Puis, si vous permettez, tout le monde, tranquillement, pas vite, on glisse du comité plénier au conseil municipal.
Donc, je vous inviterai à poser des questions en lien avec la présentation qu'on a eue. Donc, à cet effet, il y a Mme Perrault qui souhaiterait prendre la parole. Ensuite, M. le maire et M. Proulx et M. Chouari. Je suis un peu secouée parce que je viens d'entendre qu'il y a deux mentalités ici au Conseil, que c'est pas vrai finalement que c'était des projets qui étaient planifiés. Madame, vous ne connaissez absolument rien de la réalité du secteur au pourtour de l'amphithéâtre. Je m'excuse, là. Allez faire un tour. Les travaux sont faits. Vous avez sûrement pas dû souvent aller faire le tour à pied sur Soumarne, sur le boulevard Amel, comme le font les citoyens. Venir dire ici que ce sont des excès que le citoyen va payer. Ben moi, je peux vous dire que l'impact actuel sur la population de ce secteur-là est très positif. Les citoyens payent des taxes et ils méritaient justement d'avoir des travaux de Madame cette Perrault, qualité-là. je vais devoir vous arrêter. Comme j'expliquais, on glisse tranquillement là, du non, comité je ne pouvais pas laisser passer une telle aberration. Je vais devoir vous m'excuse. arrêter. Parfait. Donc, il y avait une réponse qui voulait venir de la part de M. le maire. Bien, premièrement, il y a des travaux qui sont payés par le ministère des Transports. Prévus, planifiés, exécutés par le ministère des Transports, puis il y en a d'autres par la Ville. C'est parce que quand c'est fait par la Ville, ça vient des taxes, oui, ça ne vient pas d'entreprises privées. Moi, je suis d'accord, Mme Guérette a dit que ça vient de notre argent, je sais. Tout ce qu'on paye ici, ça vient de notre argent. On gère 1,8 milliard par année, puis ça vient des taxes. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, là. Rien de nouveau. Puis le reste, quand ça vient du MTQ, ben c'est la même affaire. Ça vient des taxes. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Voilà. Je sais pas ce qui... Merci. J'ai M. Proulx qui souhaiterait prendre la parole. Oui, Madame la Présidente. Écoutez, je suis obligé de vous dire que j'ai été moi aussi secoué par les propos de l'opposition. Par contre, moi, quand je viens dans un comité plénier, je ne suis pas ici pour faire de la politique, je suis ici pour siéger au nom des contribuables qui m'ont voté ici. Puis je suis ici pour représenter leur intérêt et regarder ce qui se passe. Je suis obligé de vous dire, Madame la Présidente, que j'essaie de regarder ça de façon objective et que je dois dire que les présentations qui ont été faites aujourd'hui, moi, ne me permettent pas de soulever aucun doute par rapport au respect des coûts, que ce soit au niveau de la place publique ou au niveau de l'amphithéâtre comme tel. Je pense que les gens qui sont venus nous faire la présentation aujourd'hui ont été on ne peut plus clairs. Ils ont parfaitement répondu à leur mandat. Et moi, comme représentant des payeurs de taxes de Cap-Rouge-Laurentien, je m'estime satisfait de ces réponses-là. Il n'y a rien là-dedans qui me permet d'être sceptique pour l'avenir. Au contraire, je suis très optimiste. Et en terminant, moi, je calcule que ça se déroule très, très bien, mais c'est sûr qu'on peut toujours comprendre ce qu'on veut comprendre, Madame la Présidente. Merci. J'ai M. Chouari. Oui, toujours sur le même sujet. Alors, j'aimerais savoir, je ne sais pas comment l'appeler, le plan d'investissement du secteur autour d'Exposité. On parle de combien en tout et partout? Si on parle de tous les projets dont vous nous avez fait la description et la future place publique, ainsi que le projet d'amphithéâtre, on est rendu à combien? Ben, regardez, là, je vais vous faire le calcul parce que l'autre jour, M. Bussière m'a posé la question et j'ai énuméré chacun des projets avec le coût. Alors, enregistrez-le, là, pour leur demander une autre fois, là. OK? Bon, regardez, on va vous le refaire une autre fois, on va vous remettre les chiffres, le détail, mais on va vous demander de l'enregistrer pour ne pas leur demander 6 fois. Je l'ai fait au conseil l'autre jour, projet par projet, le prix, qui paye, puis on me repose la même question. C'est correct. On va le faire, mais essayez de l'enregistrer. Merci. J'ai Mme Corriveau. Je vais faire une intervention très brève, Madame la Présidente. J'entends tout à l'heure Mme Guérette qui se préoccupe de l'entretien, qui s'offusque de voir qu'elle n'est pas certaine qu'il y a des montants qui sont attribués pour l'avenir. Quand on lui dit qu'on est en train de faire de l'entretien qui était déjà prévu, ah ben là, elle ne comprend pas. Alors, c'est ma seule, est-ce que vous avez une seul question? commentaire. Non? Bon, parfait. Donc, je répète que nous sommes toujours en comité plénier, non pas en séance du conseil municipal. Et donc, est-ce que les membres qui n'ont pas pris la parole et qui souhaiteraient intervenir en lien toujours avec la présentation que nous avons eue? Oui? D'autres questions de la part de l'opposition, mais ceux qui n'ont pas pris la parole, je vais faire un tour avant de m'assurer là, que... Donc, on va y aller avec Mme Guérette, ensuite M. Chouari. Dans les coûts, il y a quand même des employés, il y a plusieurs contrats qui sont donnés. Je veux dire, il y a des noms, là, Simon Alexis Lapointe, Jean Rochette, bon, des gens qui... Il y a des sommaires décisionnels, Frédéric Jourdain, Sylvain Daniel, Jean Pelletier. Il y a plusieurs personnes qui sont embauchées en plus de leur travail.
Ça, c'est aussi, il y a des employés qui travaillent sur le projet, parce que c'est un grand projet qui nécessite quand même pas mal d'énergie de la part des ressources humaines de la Ville en ce moment, en plus de contrats donnés en dehors de ça. Est-ce qu'on pourrait avoir le détail de tout ça, justement, pour savoir, ou est-ce que c'est inclus dans le budget du projet, les ressources humaines? Monsieur le maire, vous avez une Alors réponse? là, Et Monsieur Rochette aussi. On va commencer par Monsieur le maire. D'enregistrer. On a déjà donné tout ça. Enregistrez-le, on va le ressortir. Jean, si vous voulez tout sortir ça, mais enregistrez-le une fois pour toutes, là. Monsieur Rochette. Mais pour vous répondre simplement, les honoraires professionnels, les frais du propriétaire prévoient 58 millions de dollars pour ça. Et les noms que vous venez de nommer, ça représente l'équipe du propriétaire. Et c'est important dans un projet comme ça que le propriétaire soit fort, soit représenté. Et vous en avez pour 6 millions. Inclus dans le 58, c'est 6 millions sur 400 millions. Donc, ça complète. Monsieur Chouari. Oui, sur le dossier de l'eau, mais d'une approche différente. On voit les crues printanières actuellement. On a la rivière Saint-Charles tout près. Là où est Exposité, est-ce que c'est un endroit qui a subi les impacts des hautes eaux, des eaux qui montent avec les crues printanières? Et si oui, quelles mesures ont été prises pour compenser? Et est-ce que des études qui ont été faites par les différents laboratoires et firmes au niveau des sols et des études environnementales vous ont démontré qu'il y a des mesures spécifiques à prendre ou spéciales, et quelles sont-elles? Monsieur Rochette. Le projet de l'amphithéâtre n'est pas dépendant des crues printanières ou des rivières. Essentiellement, tout le drainage pluvial est raccordé au collecteur Léré, qui est l'ancienne rivière qui a été installée dans un conduit, qui va directement à la rivière Saint-Charles. Ce qu'on a comme problème, pour ce qui est des sols, on n'a pas de problème avec les sols autrement que ce qu'on l'avait dit pour les mettre sur des pieux. Donc, on creuse, on met des pieux à peu près à 6 mètres de profondeur pour pouvoir tenir le bâtiment correctement. Et ça, c'est indépendamment des crues printanières. Ce qu'on a présentement, puis ceux qui étaient à la visite de ce matin, c'est pas un bâtiment qui est étanche. Donc, Pomerleau, le gérant de construction, prévoit des gens qu'on appelle qui gèrent l'eau, qui se promènent avec des chaudières, qui ramassent, et puis il y a des travaux de conditions de mise en œuvre, frais généraux, qui sont prévus pour faire des toitures, des parties de toiture ou d'étanchéité par secteur, dépendamment des problèmes qu'on a. Mais tout ce qu'on a comme problème d'eau, c'est ce qui vient du ciel et non pas des rivières. Merci. Je n'ai plus de long sur ma liste. Oui, Monsieur le maire. Vous cédez votre place à Mme Guérette. Allez-y, Mme Guérette. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais savoir quel genre de durée de vie on prévoit pour un bâtiment comme celui-là? 30 ans, 50 ans, 75 ans? Qu'est-ce qu'on prévoit? Puis, est-ce que la certification LEED argent est encore un objectif? Écoutez, Madame la Présidente... Vous posez votre question, M. Rochette. Si vous ne voulez pas qu'on pose la question, invitez-nous plus. Faites-en plus plénier. Je veux dire, à un moment donné, on est là pour ça. Voici donc on va vous répondre, Mme Guérette. M. Rochette. On a toujours comme objectif LEED argent. Ça, je vous rassure, ça va très bien. Il y a un comité qui se réunit une fois par 2 semaines qui veille à ça parce qu'il faut documenter notre chantier au fur et à mesure. Donc ça, on est confortable. On a mis les bonnes personnes aux bons endroits pour faire la validation. Donc, c'est LEED argent. La durée de vie, bon. Un bâtiment, un bâtiment peut vivre 300 ans, là, à condition qu'il soit rénové. L'Europe en est un bon exemple, mais il y a toujours le fonctionnel qui vient en compte dans ça. C'est que, voyez le Colisée, par exemple, c'est comme ça que je l'explique, là. Il a été bâti en 1949. Mais, fonctionnellement, il n'était pas construit pour avoir des loges et puis pour avoir ce que ça prend aujourd'hui pour faire du hockey dans les contemporains.
Donc, un bâtiment, ordinairement, 25 à 30 ans, c'est toujours une période où on doit le regarder pour le garder fonctionnel. Mais si on entretient un bâtiment chaque année, correctement, j'allais dire, il peut vivre éternellement, mais c'est pas tout à fait ça. Mais habituellement, la fonctionnalité, c'est 30 ans, mais un bâtiment peut vivre 50, 70, 100 ans, s'il est bien rénové. Merci. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Ça répond très bien, merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. Ben, écoutez, je voudrais lever mon chapeau devant toute l'équipe, devant M. Rochette et devant toute son équipe. Vous savez, on a un cheminement de fesses parce qu'aujourd'hui, quand je suis allé visiter ça, on fait des petits retours en arrière, des comebacks, puis on se recule de 3 ans. Au moment où ça devait coûter 550 millions. Au moment, jusqu'à tout récemment encore, où les opposants parlaient de scénario d'apocalypse, qu'on allait ruiner la ville. Et là, on est rendu à 1 an et demi de la livraison de l'œuvre. Et on est dans le calendrier, on est dans les budgets, puis on est dans l'objectif total. Je vous annonce que bientôt, il y a des gens les mêmes gens qui parlaient d'apocalypse financier vont maintenant demander à ce que ça coûte genre 347 millions. Ça sera de toute beauté de voir ça, là. 370 millions. Les mêmes qui parlaient d'apocalypse. Alors, je veux dire qu'on va peut-être s'apercevoir à la fin qu'en Amérique du Nord, aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de bâtir un amphithéâtre de cette qualité-là à 400 millions de dollars. Et je regarde ce qui se prépare dans les autres villes, à Edmonton et ailleurs. Il n'y a personne qui parle. J'ai pas vu grand-chose en bas de 500 millions. Et ce que j'ai vu, en tout cas, je ne connais pas le détail des amphithéâtres, mais on va surprendre beaucoup de monde, à moins qu'on ait un grand malheur, en construisant un amphithéâtre à 400 millions de dollars avec la qualité et surtout avec la beauté qu'il aura. Et messieurs, félicitations. Félicitations, c'est de toute beauté. On saura le souligner en temps et lieu. Et moi, je vous dirais, Madame la Présidente, que c'est sûr qu'on veut un bel amphithéâtre, on rêve à la journée de l'ouverture, mais actuellement, moi, mon fioul comme maire, ma motivation, c'est plus l'amphithéâtre. C'est de faire la démonstration à tout le Québec, avec tout ce qu'on vient de vivre comme environnement dans les dernières années, qu'on est capable d'utiliser des fonds publics, de bien les gérer et de livrer un projet d'envergure dans les temps et dans les budgets. Et vous êtes en train de faire cette démonstration-là et ce sera remarqué. Et je voudrais ajouter ceci. L'UPAC est constamment présente à l'amphithéâtre. L'UPAC est constamment présente et ça fait notre affaire. Vous savez, on pourrait en échapper, d'autres pourraient en échapper. C'est pas si simple que ça. Là, je ne veux pas reparler de la mafia, c'est assez 2 jours, là. Mais quand même, on est heureux que l'IPAC soit constamment présente dans le projet de l'amphithéâtre. Pour le payeur de taxes, c'est une protection additionnelle. Et je sais que M. Rochette et son équipe sont très heureux de faire affaire avec l'IPAC. Ça veut dire qu'on additionne les chances de ne pas se faire une petite passe pendant la construction. Alors, bravo, merci, félicitations à tout le monde. On le fera en temps et lieu. Et j'espère au prochain plénier, vous répétez exactement la même chose. M. Rochette, messieurs, dames, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je n'avais plus de gens sur ma liste, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir. Dans ce cas, je vais remercier également les membres de l'équipe de M. Rochette. Je suis convaincue que cet état de situation, cette mise à jour sur l'amphithéâtre aurait certainement éclairé plusieurs citoyens qui étaient à l'écoute. Donc, merci beaucoup, messieurs, et au plaisir de vous voir.